Le cri du nouveau-né déchira l'air stérile de la maternité comme une lame affûtée, un hurlement primal qui fit trembler les murs de l'hôpital Saint-Louis. Léopold, le front perlé de sueur, agrippait le bord du lit, ses ongles s'enfonçant dans le tissu blanc, tandis que le médecin, une femme aux lunettes cerclées d'argent, annonçait d'une voix neutre, « C'est un garçon, monsieur. » Félicitations. Mais dans ce chaos de joie et de terreur, ce n'était pas la petite vie minuscule qui le retenait, c'était la main de Victor, serrée autour de la sienne, un ancrage inattendu dans la tempête qu'il n'avait jamais osé anticiper. Paris, cette ville aux amours éphémères, nous avait piégés dès le premier regard. Léopold s'en souvenait comme si c'était hier, l'automne 2018, sous un ciel plombé de la butte Montmartre, où les feuilles mortes tourbillonnaient autour des marches du Sacré-Cœur comme des confidences avortées. Il avait 32 ans, architecte freelance aux projets inachevés, un homme qui dessinait des immeubles haussmanniens pour combler le vide de son appartement du Marais, un 2 pièces aux murs nus où les échos de ses pas résonnaient comme des regrets. Léopold était gai, assumé depuis l'adolescence dans une famille bourgeoise de Lyon qui avait préféré le silence à l'effusion, et ses relations n'avaient jamais dépassé le stade du feu de paille ou des nuits volées dans des bars enfumés du quartier latin, décors entrelacés qui se désaimantaient au lever du jour. Ce soir-là, il errait, fuyant une rupture anonyme avec un barman aux tatouages éphémères. La pluie fine avait commencé à tomber, transformant les pavés en miroirs brisés, et c'est là qu'il l'avait vu, Victor, adossé à un réverbère, cigarette aux lèvres, son manteau de laine grise trempé comme une armure défaite. Victor avait 28 ans, un Américain exilé à Paris pour un poste de traducteur chez une maison d'édition du boulevard Saint-Germain, avec des yeux verts qui perçaient l'âme comme des lames de printemps, et une barbe naissante qui soulignait un sourire en coin, mi-ironique mi-invitation. Il fumait lentement, observant les touristes qui se hâtaient vers les cafés, et quand leurs regards s'étaient croisés, ce fut comme si la ville entière s'était tue. « Tu cherches un abri, ou c'est moi que tu mates ?» avait lancé Victor en anglais teinté d'un accent du Midwest, sa voix grave roulant comme un orage lointain. Léopold, surpris, avait ri un rire nerveux, libérateur et répondu en français approximatif d'anglais, les deux, peut-être. Mais la pluie, c'est plus sûr. Ils avaient marché ensemble, sans but, descendant les escaliers glissant vers le Pigalle, où les néons clignotaient comme des promesses mensongères. Victor parlait de Chicago, de ses hivers impitoyables qui forgeaient les cœurs en acier, de sa fuite vers Paris pour échapper à un coming-out familial qui avait tourné au vinaigre un père ouvrier, une mère pieuse, des frères qu'il avait traités de « tapettes » avant de claquer la porte. Léopold, en retour, avait murmuré ses propres silences, les dîners tendus à Lyon, les non-dits autour de la table, l'amour paternel conditionnel à un mariage hétéro qu'il n'avait jamais envisagé. Ils avaient atterri au duplex, un bar niché dans une ruelle étroite, où l'air était saturé de gin tonic et de regards affamés. Assis au comptoir, cuisse contre cuisse, ils avaient bu, ri, et quand Victor avait posé sa main sur le genou de Léopold, ce fut électrique, un courant qui remonta le long de sa colonne vertébrale, allumant des feux qu'il croyait éteints. « C'est juste pour ce soir », avait-il dit, plus pour se convaincre lui-même que pour l'autre. Victor avait hoché la tête, ses yeux pétillants d'un accord tacite, temporaire, comme la pluie. Demain, on sèche, et on oublie. Mais la nuit avait été tout sauf oubliable. Dans l'appartement de Léopold, sous les draps froissés qui sentaient le linge frais et le tabac froid, leur corps s'était découvert avec une urgence presque violente. Victor, athlétique et tatoué d'un aigle stylisé sur l'épaule ou un vestige de sa jeunesse rebelle à l'université de l'Illinois, avait exploré Léopold avec une tendresse vorace, ses lèvres traçant des cartes invisibles sur sa peau pâle. Léopold, plus mince, aux cheveux noirs bouclés qui cascadaient sur son front, s'était abandonné, murmurant des « attends » qui sonnaient comme des « restes ». Ils avaient fait l'amour comme des naufragés, haletants, moites, leur souffle se mêlant aux gémissements étouffés par les oreillers. Au petit matin, enlacé dans la lueur grise filtrant des volets mi-clos, Victor avait tracé du doigt les cicatrices invisibles de Léopold, celles d'un amour perdu à 20 ans, un ex qu'il avait quitté pour une femme, invoquant une « normalité » que Léopold ne pouvait offrir. « Et si on recommençait » avait proposé Victor, sa voix rauque de sommeil et de désir inassouvi. Léopold avait hésité, le cœur battant la chamade, il avait vu trop de mirages à Paris, ces romances touristiques qui s'évaporaient avec le billet de retour. Non, c'est temporaire. Juste. Ça. Il s'était levé, avait partagé un café noir amer sur le balcon minuscule donnant sur la cour pavée, observant les chats errants qui se disputaient les poubelles. Victor était reparti ce midi-là, un baiser volé sur le pas de la porte, promettant un texto qui n'était pas venu. Mais le soir même, comme par magie ou par destin perfide, il avait frappé à nouveau, une bouteille de Bordeaux à la main,
prétextant un « oubli » de son écharpe. Ils avaient ri de leur propre faiblesse, et la nuit suivante fut une réplique, plus intense, plus intime. Les semaines s'écoulèrent ainsi, en un balai précaire d'heures volées. Victor, avec son emploi du temps chargé aux traductions de romans noirs américains pour Gallimard, passait chez Léopold après le crépuscule, apportant des croissants tièdes du boulanger d'en bas ou des vinyles rayés de jazz que l'on écoutait nus sur le tapis usé. Léopold, de son côté, esquissait des plans d'appartements modulaires inspirés par le corps de Victor, des espaces fluides, interconnectés, où rien ne s'enfermait. Il parlait de tout et de rien, de Proust et de Kerouac, de la tour Eiffel illuminée vue depuis le pont des Arts, de leurs peurs les plus intimes. Victor avouait son envie de rester en France pour toujours, loin des plaines infinies du Nebraska où sa famille l'attendait comme un fantôme. Léopold confiait son rêve d'adoption, un fantasme qu'il caressait depuis des années, nourri par des documentaires sur les familles arc-en-ciel à San Francisco, cette Amérique qu'il admirait de loin, avec ses parades Pride flamboyantes et ses luttes pour l'égalité qui contrastaient avec la discrétion française. Pourtant, l'ombre planait. Lors d'un dîner improvisé à la Rotonde, café mythique de Montparnasse, Victor avait posé sa fourchette, son regard soudain fuyant. « Léopold, et si on arrêtait de se mentir ? Ce n'est pas temporaire. Pas pour moi. » Les mots avaient flotté entre eux, lourds comme le brouillard de la Seine. Léopold avait senti son estomac se nouer, il voulait croire, oh oui, mais la peur le rongeait, celle d'aimer trop fort, de se briser à nouveau. « Attendons, » avait-il murmuré. « Voyons si ça tient l'hiver. » Victor avait acquiescé, mais dans ses yeux verts, une tempête couvait, un mélange de passion et de doute qui les mènerait droit au précipice. Les mois d'hiver 2019 les trouvèrent enlacés contre le froid mordant. Noël à Paris, sans famille, ils avaient décoré l'appartement avec des guirlandes bon marché du marché de Noël des Champs-Élysées, bu du vin chaud en écoutant Ella Fitzgerald, et fait l'amour devant la cheminée électrique qui crépitait faux. Victor avait offert à Léopold un carnet de croquis reliés en cuir, gravé de leurs initiales entrelacées, Léopold, en retour, un billet pour un week-end à Deauville, où la mer normande hurlait leurs secrets. Là-bas, dans une chambre d'hôtel aux rideaux de dentelle, ils avaient pleuré ensemble pour la première fois Victor pour son frère aîné, mort d'overdose à Chicago 2 ans plus tôt, un drame familial qu'il portait comme une croix, Léopold pour son père, emporté par un cancer fulgurant l'année précédente, sans jamais avoir prononcé les mots « je t'aime, fiston » dans toute leur vérité. C'était ce week-end-là que l'idée avait germé, timide comme une pousse sous la neige. Allongé sur le lit king size, les vagues en fond sonore, Victor avait caressé le ventre plat de Léopold. Et si on construisait quelque chose de vrai ? Une famille, peut-être. Pas comme les nôtres, mais la nôtre. Léopold avait ri, nerveux, imaginant déjà un enfant aux yeux verts, courant dans un appartement plus grand, avec un jardin secret à Versailles. Mais la réalité les rattrapait, en France, l'adoption pour couples homosexuels était un labyrinthe bureaucratique, un parcours du combattant semé d'embûches discriminatoires. On pourrait trouver une mère porteuse, avait suggéré Victor, les yeux brillants. En Amérique, c'est plus simple. J'ai des contacts à New York. Léopold avait froncé les sourcils, le cœur serré. Il aimait Victor, c'était indéniable cet amour qui grandissait comme une vigne sauvage sur les murs de Notre-Dame, mais l'idée d'un enfant via une gestation pour autrui, GPA, le terrifiait. Pas par moralité, non, par peur de l'échec, de reproduire les silences parentaux qu'il avait subis. Et si on rate tout ? Si l'enfant nous est pour ce qu'on est ? Victor l'avait embrassé, farouche, on l'aimera double, triple. Et on fuira les haines, comme on a fui les nôtres. Ils avaient scellé le pacte ce soir-là, sous les étoiles normandes, ignorant que le destin, ce farceur parisien, avait d'autres tours en réserve. Le printemps 2020 arriva avec son venin invisible, la pandémie. Paris s'enferma, les rues vidées de leurs amants et de leurs fantômes. Léopold et Victor se retrouvèrent cloîtrés dans l'appartement du Marais, un cocon précaire où le temps s'étirait comme du chewing-gum. Ils cuisinèrent des ratatouilles approximatives, regardèrent des films de Truffaut en sous-titrant les dialogues pour Victor, et firent l'amour avec une ferveur renouvelée, comme si chaque orgasme était un rempart contre le virus. Mais la proximité révéla les fissures, Victor, habitué à l'immensité américaine, étouffait dans ses 50 mètres carrés, Léopold, anxieux chronique, scrutait les actualités sur son ordinateur, imaginant déjà un monde post-apocalyptique où le rêve d'enfant s'évaporerait. C'est lors d'un de ces soirs confinés, devant une bouteille de Chablis tiède, que la première ombre s'étendit. Victor, le téléphone à la main, avait reçu un appel de sa sœur à Chicago où une voix stridente, accusatrice, « Papa est mourant,
Vic. Il veut te voir. Reviens, bon sang. Victor avait raccroché, les traits tirés, et s'était jeté dans les bras de Léopold. Je ne peux pas. Pas maintenant. Pas avec toi. Mais les mots sonnaient faux, et Léopold le sentit, ce tiraillement entre les deux océans, entre le passé qui appelait et l'avenir qu'il bâtissait. Va, si tu dois, avait-il dit, la gorge nouée. Victor n'était pas parti, mais le doute s'était insinué, serpent venimeux dans leur Éden confiné. L'été 2020 apporta un semblant de liberté, les terrasses rouvraient, Paris exhalait son parfum de jasmin et d'asphalte chaud, et Léopold et Victor osèrent sortir, main dans la main, défiant les regards obliques des passants. Ils marchèrent le long de la Seine, de l'île de la Cité aux berges du quai d'Orsay, où les bouquinistes déballaient leurs trésors jaunis. Victor acheta à Léopold un vieux volume de Gatsby le Magnifique en édition originale, relié en velours vert fané, et ils s'assirent sur un banc, lisant à voix haute les passages sur les amours impossibles. « Nous, on est plus chanceux que Gatsby », murmura Victor, sa tête sur l'épaule de Léopold. « On a le présent. » Mais le présent portait déjà les germes du futur. Encouragés par les assouplissements sanitaires, ils contactèrent une agence de GPA à Los Angeles ou une structure discrète, spécialisée dans les couples LGBTQ+, avec des mères porteuses triées sur le volet. Les entretiens virtuels furent un tourbillon, questionnaires intimes sur leur motivation, tests psychologiques qui déterraient les fantômes enfouis. Léopold, face à l'écran, sentait son pouce accélérer quand on lui demandait « Pourquoi un enfant maintenant ?» Sa réponse, sincère et tremblante, était toujours la même, parce que l'amour, sans legs, n'est qu'un écho. Victor, plus pragmatique, parlait de stabilité financière, son contrat avec l'éditeur prolongé, les royalties de ses traductions qui gonflaient leur compte joint, mais ses yeux trahissaient une vulnérabilité enfantine, celle d'un garçon qui avait grandi sans père présent, son géniteur absorbé par les usines automobiles de Détroit. La candidate qu'ils choisirent s'appelait Elena, une Californienne de 35 ans, artiste peintre aux courbes généreuses et aux rires contagieux. Lors de leur première visio, depuis sa villa ensoleillée de Santa Monica, elle avait posé une main sur son ventre encore plat et dit « Je porte pour des familles comme la vôtre. Celles qui osent. » Ils signèrent les contrats en septembre, un mélange de joie et de terreur, insémination artificielle avec le sperme de Léopold Victor, pour des raisons génétiques familiales, avait préféré ne pas participer, suivi de 9 mois d'attente transatlantique. Paris devint leur bulle d'anticipation, ils repeignirent la chambre d'amis en bleu pastel, achetèrent un berceau scandinave chez Ikea, et passèrent des nuits à débattre de prénoms à Alexandre pour l'élégance française, ou Hudson pour l'héritage américain de Victor. Pourtant, sous cette effervescence, les fissures s'élargissaient. Victor, de plus en plus absorbé par son travail ou des deadlines pour un roman de Cormac McCarthy qui le rongeait, rentrait tard, les traits creusés par la fatigue. Léopold, lui, dessinait frénétiquement des plans pour une extension de leur appartement, un atelier pour Elena quand elle viendrait, un futur où tout s'emboîtait parfaitement. Mais les nuits solitaires le rongeaient, il se surprenait à fouiller le téléphone de Victor, cherchant des ombres dans les messages. C'est la paranoïa du confinement, se disait-il, chassant les doutes comme des moustiques d'été. La trahison frappa comme un orage doux, imprévu et dévastateur. C'était un vendredi soir, fin octobre 2020, alors que les feuilles des platanes de la place des Vosges rougissaient comme des plaies ouvertes. Léopold rentrait plutôt d'un chantier à Belleville, un bouquet de roses du marché des fleurs à la main, imaginant déjà le dîner surprise coq au vin, bougies parfumées. La porte de l'appartement était entr'ouverte, un rail de lumière jaune filtrant comme une confidence volée. Il poussa le battant doucement, le cœur gonflé d'espoir, mais ce qu'il vit le figea sur place, Victor, torse nu contre le mur du salon, enlacé avec un homme qu'il reconnut vaguement, Julien, un collègue traducteur de l'agence, aux cheveux blonds ébouriffés et au corps svelte d'un cycliste. Le temps se suspendit. Les roses glissèrent des mains de Léopold, pétales écarlates s'éparpillant sur le parquet comme du sang dilué. Victor se tourna, les yeux écarquillés de panique, repoussant Julien d'un geste maladroit. Léopold. Ce n'est pas, mais les mots moururent dans sa gorge, étouffés par le silence assourdissant de la trahison. Julien, rouge de confusion, marmonna une excuse et fila, laissant derrière lui un sillage de parfum bon marché. Léopold, les jambes tremblantes, recula jusqu'au mur opposé, sentant le plâtre froid contre son dos comme un ancrage dérisoire. Combien de fois, murmura-t-il, la voix brisée en éclats. Victor s'approcha, main tendue, suppliante, une seule. Je te le jure. C'était une erreur, une nuit après trop de verre au lancement du livre. Je t'aime, Léo.
Ne. Les larmes vinrent alors, chaudes et amères, coulant sur les joues de Léopold comme la pluie d'automne sur les vitres du Louvre. Il frappa la poitrine de Victor pas fort, juste assez pour expulser la rage, et hurla, « Une erreur ? Et moi, je suis quoi ? Ton alibi temporaire ?» Victor s'effondra à genoux, les sanglots le secouant comme un enfant puni, avouant tout dans un flot confus, la pression du confinement, le fantôme de son passé américain où les relations étaient jetables comme des fast-foods, l'envie fugace d'une échappatoire avant l'arrivée de l'enfant. J'ai eu peur, Léo. Peur de devenir père avec toi, de rater comme mon propre père l'a raté avec moi. Julien, c'était rien. Un vide à combler. La nuit se mua en tribunal intime. Assis sur le sol, entourés des pétales fanés, ils parlèrent jusqu'à l'aube des heures de cris, de murmures, de silences plus écorchants que les mots. Léopold, le cœur en lambeaux, fouillait les recoins de leur histoire, ces textos tardifs, ces « soirées collègues » qui s'éternisaient, les regards fuyant lors des dîners. Victor, brisé, promettait, thérapie de couple, transparence absolue, un nouveau départ. « Laisse-moi réparer », suppliait-il. Pour nous, pour le petit qui arrive. Au lever du soleil, pâle sur les toits de zinc, Léopold céda au non par faiblesse, mais par cet amour tenace, ce fil d'Ariane tissé de nuits partagées et de rêves communs. Ils se serrèrent, corps contre corps, et pour la première fois, Léopold murmura « Reste. Mais ne me perds plus. » Les mois suivants furent un purgatoire masqué de tendresse. Helena, de l'autre côté de l'Atlantique, envoyait des échos, échographies où le cœur du bébé battait comme un tambour de joie, messages vocaux où sa voix chantait des berceuses en espagnol. Victor s'impliqua doublement, il annula ses sorties, inscrivit le couple à des ateliers prénataux virtuels avec une sage-femme de Brooklyn, et chaque soir, posait une main sur le ventre imaginaire de Léopold, chuchotant des promesses au vide. Mais la confiance, cette fleur fragile, ne refleurissait pas si vite. Léopold surprenait des regards le sien, hanté par des « et si ?» et des nuits où il se réveillait en sueur, imaginant Victor parti avec Julien, emportant leur futur. Noël 2020 les trouva à Deauville à nouveau, un exil normand pour panser les plaies. La mer était déchaînée, les dunes balayées par un vent hurlant, et ils marchèrent des heures, main dans la main, le sel piquant leurs lèvres. Victor parla enfin de son enfance, les Noëls solitaires à Chicago, où son père, alcoolique refoulé, offrait des jouets mécaniques pour éviter les câlins, sa mère, qui priait pour « guérir » son fils unique gay. J'ai trahi parce que j'ai cru que je ne méritais pas ça, Léo. Toi, nous, l'enfant. Léopold, les yeux rougis par le crachin, répondit « On mérite tous l'amour, Vic. Même les brisés. » Ils firent l'amour cette nuit-là avec une douceur nouvelle, lente et exploratrice, comme pour redessiner les contours de leur union. Le printemps 2021 apporta les premières nouvelles alarmantes, Helena, victime d'une fausse couche menaçante au 5e mois. Les appels transatlantiques devinrent des veilles anxieuses, Victor arpentant l'appartement comme un lion en cage, Léopold retenant ses larmes devant l'écran. « Il faut que tu ailles là-bas », dit-il un soir, la voix ferme malgré la peur. Victor hésita, les billets d'avion suspendus à un fil sanitaire fragile, mais partit finalement en mai, pour un séjour de soutien auprès d'Helena. Les messages quotidiens étaient un baume, photos de Victor tenant la main d'Helena lors des IRM, descriptions de balades sur la plage de Venise où il imaginait déjà le bébé jouant dans les vagues. Mais au milieu de cela, un silence de 2 jours ou un blackout technique, expliqua-t-il plus tard, qui raviva les démons de Léopold. À son retour, aéroport de Roissy bondé de masques anonymes, Victor serra Léopold si fort que leurs côtes se heurtèrent. « Tout va bien », murmura-t-il. « Le bébé tient. Et moi. J'ai réalisé que sans toi, rien n'a de sens. » Ils rentrèrent, épuisés mais unis, et pour la première fois, Léopold sentit la graine de pardon germer. L'été les enveloppa de chaleur, et avec lui, la certitude que leur temporaire s'était mué en éternel ou du moins, le croyait-il. Automne 2021, Paris revêtait son manteau d'or et de rouille, les marronniers du Luxembourg perdant leurs feuilles comme des secrets trop lourds. Léopold et Victor, désormais un duo rodé par l'adversité, naviguaient les préparatifs avec une efficacité presque militaire. Le berceau trônait assemblé dans la chambre, orné de mobiles en forme d'avion en papier, un clin d'œil au voyage de Victor. Ils avaient même engagé une nourrice freelance, une Bretonne nommée Marie qui sentait la mer et le pain au beurre, pour les premiers mois. Les appels avec Helena étaient rituels, elle, alitée par prudence, décrivait les coups de pied du bébé, un petit footballeur en herbe,
et Victor traduisait les blagues américaines avec un accent exagéré qui faisait rire Léopold malgré lui. Mais sous cette surface lisse, le courant souterrain persistait. Victor, hanté par son infidélité, surcompensait, dîner romantique au train bleu, où les lustres en cristal illuminaient leurs visages comme des auréoles, week-end à Giverny pour contempler les nénuphars de Monet, où il parlait d'art et d'avenir sans jamais aborder le passé. Léopold, de son côté, s'était plongé dans des lectures sur la parentalité queer The Queer Child d'Anne Pellegrini, des forums en ligne de famille arc-en-ciel à Berlin et Toronto. Il dessinait des croquis obsessifs, un enfant aux boucles noires comme les siennes, aux yeux verts de Victor, courant dans un jardin imaginaire bordé de rosiers. La première alerte sérieuse vint en novembre, lors d'un rendez-vous médical virtuel. Le gynécologue d'Elena, un homme bourru aux tempes grisonnantes, annonça une anomalie, une menace de prématurité, aggravée par le stress d'Elena à un divorce récent, murmurait-elle, un ex-mari qui contestait la GPA comme une aberration morale. Victor blêmit devant l'écran, sa main serrant celle de Léopold jusqu'à l'hématome. « On fait quoi » demanda-t-il, la voix éraillée. Léopold, le cœur en étau, répondit « On y va ». Tous les deux. Ils bouquèrent des vols pour décembre, un saut dans l'inconnu californien, ignorant que ce voyage serait le creuset de leur plus grande épreuve. Los Angeles les accueillit avec son soleil impitoyable, un contraste violent avec le gris parisien. L'aéroport LAX bruissait de palmiers en pot et d'accents hétéroclites. Victor, revigoré par l'air salin, loua une Mustang décapotable rouge pour rouler vers Santa Monica. Elena les reçut dans sa villa au mur blanc, un havre de paix avec vue sur l'océan Pacifique, où les vagues se brisaient comme des applaudissements. Elle était plus ronde, radieuse malgré la fatigue, et embrassa Léopold comme un frère perdu. « Il bouge pour vous, maintenant, dit-elle, guidant sa main sur son ventre. Le bébé donna un coup, fort et joyeux, et Léopold pleura des larmes de père avant l'heure, salées comme la mer en contrebas. Les jours suivants furent un tourbillon, consultation à Cedar Ciné, où des médecins en blouse immaculée prescrivaient du repos absolu, promenade sur la Third Street Promenade, où Victor achetait des bodys minuscules au motif de surfeur, dîner chez Elena, arrosé de jus de mangue et de rire forcé. Mais la nuit, dans leur chambre d'hôtel au Shutter on the Beach, les tensions refaisaient surface. Victor, insomniaque, se levait pour fumer sur le balcon, fixant les lumières de Venise comme des feux follets. « Et si je ne suis pas à la hauteur » confia-t-il un soir, la voix brisée. Léopold, allongé nu sous les draps de lin, l'attira contre lui, « Tu le hais déjà. Regarde ce qu'on a traversé. » Pourtant, le doute rongeait Victor plus profondément qu'il n'admettait. Le troisième soir, alors que Léopold dormait d'un sommeil agité, Victor sortit pour une balade digestive. Il marcha jusqu'au bar de l'hôtel, un antre cosy au fauteuil en cuir, et commanda un whisky sourd son vice américain, qu'il jurait avoir banni. Là, au comptoir, il croisa Marc, un producteur de cinéma local aux épaules larges et au sourire carnassier, un expatrié français qui reconnut son accent du Midwest. Ils parlèrent de tout, Hollywood, Paris, les cœurs brisés par la distance. L'alcool coula, fluide et traître, et quand Marc posa une main sur son bras, Victor ne la repoussa pas. 1 heure plus tard, ils étaient dans une chambre adjacente, corps emmêlés dans une étreinte furtive, un écho sinistre de la nuit avec Julien. Le lendemain, la culpabilité le dévora. Victor rentra à l'hôtel au petit matin, les yeux cernés, et trouva Léopold éveillé, un café fumant à la main. « Où étais-tu » demanda-t-il calmement, mais ses yeux bruns profonds, miroir de l'âme perçaient déjà le mensonge. Victor s'effondra, avouant tout dans un torrent, la solitude de la nuit, la tentation comme un vieux démon, le regret immédiat. « Je suis un monstre, Léo. Un putain de monstre qui ne mérite ni toi ni cet enfant. » Léopold, le monde s'écroulant pour la seconde fois, le gifla un claquement sec qui résonna comme un verdict. Puis, dans un silence assourdissant, il se leva, s'habilla, et partit marcher seul sur la plage, les vagues léchant ses pieds nus comme des consolations muettes. Les heures suivantes furent un abîme. Léopold erra de Santa Monica à Venise, passant devant les graffitis colorés et les skateurs intrépides, le cœur battant au rythme d'une rage sourde. Comment Victor pouvait-il répéter l'erreur ? Était-ce la proximité de l'Amérique, ce sol natal qui réveillait ses faiblesses? Ou pire, une faille en lui-même, une incapacité à aimer sans détruire? Il appela Elena en larmes, et elle, sage et terre à accent grave terre, l'invita chez elle. Assise sur son canapé en osier, bercée par le bruit de l'océan, elle parla de sa propre trahison conjugale, de la GPA comme acte d'amour altruiste, de la force des liens qui se tissent malgré les tempêtes.
Il t'aime, Léopold. Maladroitement, mais vraiment. Et ce bébé? Il a besoin de vous deux, pas d'un héros sans faille. De retour à l'hôtel, le soir tombait comme un rideau de velours bleu. Victor l'attendait, assis par terre, une valise ouverte à ses pieds prête au départ, s'il le fallait. Pars, si tu veux, dit Léopold d'une voix neutre. Mais sache que je pars aussi, alors. Sans toi, sans nous. Victor leva les yeux, rougi par les larmes, ne fais pas ça. Je vais chercher de l'aide. Un thérapeute ici, à Ella, ou à Paris. Je jure sur la vie de notre fils. Ils passèrent la nuit à négocier leur survie, promesse de sessions hebdomadaires, de transparence radicale, d'un contrat moral plus solide que celui avec Elena. Au petit matin, enlacé dans les draps froissés, Léopold murmura « Une dernière chance, Vic. Pour lui. Pour nous. » Le reste du séjour fut une trêve fragile. Ils soutinrent Elena jusqu'à Noël, où les médecins annoncèrent un repos total, le bébé tiendrait, mais la naissance serait anticipée, fin février. Victor, rongé par la honte, se montra exemplaire. Un massage pour Elena, course au Whole Foods pour des smoothies bio, tandis que Léopold, prudent, observait, mesurant chaque geste comme un architecte ses fondations. Ils rentrèrent à Paris début janvier 2022, l'air chargé d'une promesse précaire, ignorant que le destin, ce sculpteur cruel, affinait déjà le climax de leur odyssée. Hiver 2022, Paris sous la neige, un manteau rare et mélancolique qui étouffait les bruits de la ville comme un linceul. Léopold et Victor, rentrés de Californie avec des valises pleines de body et de doutes, se replièrent dans leur appartement du Marais, un sanctuaire barricadé contre le froid extérieur. Les fêtes de fin d'année furent un simulacre, un sapin maigrelet aux guirlandes ternes, un dîner à deux avec du foie gras et du champagne qui goûtait le carton. Victor, fidèle à sa parole, avait pris rendez-vous avec un thérapeute, un psychanalyste freudien du quartier latin, un homme aux lunettes rondes nommé Duval, qui disséquait ses pulsions avec une précision chirurgicale. Votre trahison n'est pas une fatalité, monsieur Hale, disait-il lors des sessions que Léopold n'écoutait qu'en écho. C'est un appel du passé. Affrontez-le, et libérez l'avenir. Léopold, lui, s'occupait des logistiques, appels quotidiens avec Elena, qui maintenant alitait, envoyait des selfies de son ventre arrondi, légendé de cœur arc-en-ciel, achat d'une poussette hybride chez Leclerc, discussion avec Marie la nourrice sur les rythmes circadiens des nouveau-nés. Mais intérieurement, il bouillonnait. Les nuits, quand Victor ronflait doucement à ses côtés, il se levait pour fixer le berceau vide, imaginant un futur sans se traître, un futur où il élèverait seul l'enfant, fort comme les piliers de la cathédrale Notre-Dame. Julien, l'ombre du premier adultère, avait refait surface via un message anodin sur LinkedIn, « Joyeuse fête, Vic. On se voit au prochain lancement ?» Victor l'avait supprimé sans répondre, mais Léopold l'avait vu, et le poison s'infiltra à nouveau. Février arriva avec son souffle glacial, et avec lui, l'accouchement prématuré. L'appel d'Elena, à 4 heures du matin heure parisienne, fut un hurlement numérique, c'est maintenant. Les contractions. Oh mon Dieu, venez. Ils sautèrent dans le premier vol, un red-eye épuisant via Londres, atterrissant à LAX sous un ciel laiteux. La Mustang les attendait, et ils filèrent vers l'hôpital, Victor conduisant comme un possédé, Léopold agrippant le tableau de bord, priant en silence à un dieu laïque. À Cédar Ciné, le chaos les enveloppa, couloir stérile bruissant d'infirmières en tenue verte, Elena en salle d'accouchement, pâle et courageuse, serrant la main de Léopold comme un talisman. Les heures s'étirèrent en éternité. Victor, exclu de la salle par protocole au seul le parent biologique, autorisé, arpentait le couloir, appelant Duval en urgence pour une session téléphonique improvisée. Je ne peux pas la perdre maintenant, Doc. Pas lui. Léopold, ganté et masqué, était au chevet d'Elena, essuyant sa sueur, murmurant des encouragements en français teinté d'espagnol appris à la va-vite. Tu es forte, mis à mort. Pour nous tous. À 14h17, heure locale, le cri retentit ce même cri primal qui, 7 mois plus tard, déchirerait à nouveau l'air de Paris. Le médecin leva le bébé, minuscule et violacé, un garçon de 2,2 kg aux poumons fragiles, il est là. Tenez bon. Les jours suivants furent un brouillard de néons et de bip monitor. Le petit, prénommé Théo, un compromis entre Théodore français et Théodore américain, fut placé en couveuse, ses veines bleues visibles sous la peau translucide comme des rivières souterraines. Léopold veillait, collé à la vitre, le cœur gonflé d'un amour viscéral, tandis que Victor, rongé par l'impuissance, passait des nuits blanches à l'hôtel,
hanté par des cauchemars où il perdait tout. Elena, épuisée mais sereine, signa les papiers de transfert, il est à vous, maintenant. Aimez-le pour moi. C'est lors de la 3e nuit, alors que Théo stabilisait, que le climax éclata. Victor, rentrant d'une promenade solitaire sur la colline de Griffith Park où les lumières de Hella scintillaient comme des étoiles déchues, trouva Léopold dans la chambre d'hôtel, téléphone en main. Sur l'écran, un message de Marc, le producteur de la nuit fatidique. « Vic, on doit parler. De nous. De ce qui s'est passé. » Comment Léopold l'avait-il eu? Victor avait oublié de le bloquer, un oubli fatal dans la tourmente californienne. La confrontation fut un ouragan, cris étouffés pour ne pas alerter les voisins, objet jeté un verre d'eau qui se brisa en éclats sur le tapis shaggy. Encore, hurla Léopold, les veines du cou saillantes. Avec le même salaud? Tu me prends pour un idiot? Victor, acculé, nia d'abord un mensonge pathétique qui ne fit qu'empirer, puis avoua, effondré, c'était une rechute. Une nuit. Je l'ai repoussé après, je te jure. Mais. Oui, j'ai craqué. La peur, Léo. La peur de ce bébé, de cette paternité que je ne sais pas assumer. Les mots de Victor déchirèrent Léopold comme une lame, il vit soudain leur histoire comme une farce cruelle, temporaire, éternel masqué de vœux pieux. Sors, dit-il d'une voix morte. Va rejoindre ton Amérique. Théo et moi, on s'en sortira sans toi. Victor partit cette nuit-là, valise à la main, les épaules voûtées comme un condamné. Il dormit dans un motel anonyme de Hollywood Boulevard, écoutant le trafic nocturne comme un requiem. Le lendemain, il revint à l'hôpital, suppliant aux portes de la couveuse, « Laisse-moi le voir. » Une fois. Pour lui dire au revoir. Léopold, les yeux rougis par les larmes et les nuits blanches, céda non par pitié, mais par humanité, cette fibre qui les liait encore malgré tout. Victor posa une main gantée sur la paroi de verre, fixant Théo qui dormait paisiblement, un minuscule poing serré comme un serment. « Je suis désolé, fiston, murmura-t-il. Papa a foiré. Mais je t'aime déjà plus que tout. » Les jours suivants scellèrent le divorce. Elena, informée en confidence, offrit son soutien, prenez le temps. Les familles se brisent et se recollent. Léopold, seul avec Théo transféré en unité néonatale stable, apprit les gestes paternels, biberon tiède, change maladroit, berceuse en français murmurée à l'oreille fragile. Victor, de retour à Paris une semaine plus tard billet payé par ses économies, erra dans la ville comme un fantôme, Pigalle, où il s'était embrassé la première fois, le Marais, où leur rire avait résonné. Il écrivit des lettres des pages et des pages de regrets, de thérapie intensive avec Duval, de promesses de changement, mais Léopold les lut sans répondre, les rangeant dans une boîte comme des reliques. Avril 2022, le printemps fleurissait, impitoyable dans sa beauté. Théo, désormais robuste, fut autorisé au rapatriement. Léopold embarqua seul pour Paris, le bébé niché contre son cœur dans un porte-bébé ergonomique, un vol sponsorisé par l'agence GPA. Victor l'attendait à Roissy, non comme un amant, mais comme un allié, il avait loué un appartement plus grand à Bastille, avec jardin partagé, et proposé une coparentalité stricte gardes alternés, décision conjointe, sans ambiguïté romantique. Pas pour nous, dit-il d'une voix brisée. Pour lui. Léopold accepta, épuisé par la bataille, voyant dans les yeux verts de Victor un écho de ceux de Théo, un legs qu'il ne pouvait nier. Les premiers mois furent un balai maladroit, Victor apprenant à changer des couches lors de ses week-ends, Léopold gérant les nuits solo avec une férocité protectrice. Mais dans les parcs de Paris au Luxembourg, où les chaises vertes invitaient aux confidences, des regards se croisaient, chargés d'un non-dit poignant. Théo grandissait, gazouillant en mélange de babillage franco-américain, et chaque milestone au premier sourire, premier pas chancelant les réunissait malgré tout. Été 2023, Paris s'illuminait de festivals et de terrasses bondées, un kaléidoscope de joie post-pandémie où les cicatrices s'effaçaient sous le soleil. Théo, désormais un bambin de 16 mois aux boucles indomptables et aux yeux mi-verts mi-bruns, trottinait dans le jardin de l'appartement de Bastille, arrachant les pâquerettes avec un glis contagieux. Léopold, usé mais rayonnant, le suivait des yeux depuis une chaise en rotin, un café refroidi à la main. La coparentalité fonctionnait mécaniquement, du moins, Victor, muté à mi-temps chez l'éditeur pour plus de flexibilité, gérait les mardis et jeudis, rapportant des livres pour enfants traduits de l'anglais, des histoires de cow-boys et d'étoiles filantes qui endormaient Théo d'un clin d'œil. Mais l'amour, ce traître tenace, refusait de s'éteindre.
Lors d'un pique-nique au bois de Boulogne, en mai, alors que Théo s'ébattait dans l'herbe avec un ballon rouge, Victor s'était assis près de Léopold, leurs épaules se frôlant par accident ou par dessein. « Il te ressemble, tu sais, murmura-t-il. Cette détermination dans le regard. Léopold, le cœur pincé, avait ri doucement, et ton sourire en coin. Il nous a eus, tous les deux. Le silence qui suivit fut chargé, un pont suspendu au-dessus de l'abîme, et quand leurs mains se touchèrent un effleurement fugace sur l'herbe, ce fut comme une étincelle ravivant un feu couvé. La thérapie de Victor portait ses fruits, Duval, lors d'une session conjointe qu'il avait insisté pour programmer, disséquer les racines de l'enfance dysfonctionnelle, les insécurités importées d'Amérique, où l'amour semblait toujours conditionnel. Vous avez tous deux survécu à des trahisons, messieurs, dit le vieil homme d'une voix douce. Mais la paternité? C'est la rédemption possible. Léopold, sceptique au début, se surprit à y croire, voir Victor avec Théo, patient lors des colères, inventif dans les jeux, effacer peu à peu les ombres de Marc et Julien. Une nuit de juin, après une garde partagée qui s'était prolongée en dîner improvisé aux pâtes au pesto sur la petite table du jardin, Victor osa, et si on essayait? Pas comme avant. Mieux. Avec lui comme boussole. Léopold hésita, les fantômes dansant encore dans ses rêves. Mais l'été les enveloppa de sa magie, promenade au canal Saint-Martin, où Théo jetait des cailloux dans l'eau en riant, voyage à Lyon, chez la sœur de Léopold qui, apprenant la vérité sur Victor, l'avait accueilli avec un « Les familles se font, pas naissent ». Lors d'une soirée au parc de la Villette, sous un ciel étoilé artificiel du festival, Victor prit la main de Léopold devant Théo endormi dans sa poussette. « Je t'aime, Léo. Pas temporairement. Pour toujours. » Les mots, simples et nus, brisèrent les dernières digues, ils s'embrassèrent, un baiser salé de larmes et de promesses, tandis que les lumières dansaient autour d'eux comme une bénédiction cosmique. L'automne 2023 les vit réintégrer l'appartement originel du Marais, agrandi par les plans de Léopold, un atelier pour Victor, une chambre pour Théo ornée de fresques murales inspirées de Le Petit Prince. Les nuits redevinrent leurs, lentes et exploratrices, où les corps se redécouvraient avec une maturité nouvelle, marquée par les cicatrices. Victor, clean de ses démons, traduisait des romans sur la résilience queer, Léopold lançait son propre cabinet d'architecture durable, avec des projets pour des crèches inclusives. Théo, ce petit pont entre deux mondes, babillait, Papa Vic et Papa Léo, unifiant ce qui avait failli se briser. Hiver 2024, la neige revint, plus douce cette fois, saupoudrant les toits comme du sucre glace. Lors d'un Noël recomposé avec Elena venue d'Amérique pour une visite triomphale, et même un appel timide de la sœur de Victor depuis Chicago, ils trinquèrent au « temporaire » devenu éternel. Théo, déballant ses cadeaux avec des cris de joie, symbolisait leur humanité reconquise, imparfaite, blessée, mais vivante. Léopold, tenant Victor contre lui devant la fenêtre donnant sur les lumières de la place des Vosges, murmura « Nous pensions que ce n'était que temporaire mais maintenant, il est à mes côtés alors que je deviens père. » Non, nous devenons pères. Le printemps 2025 les trouva solides, un trio indéfectible face au vent du monde. Paris, cette grande séductrice, avait forgé leur amour dans son creuset de lumière et d'ombre, un amour américain dans l'âme, audacieux et résilient, mais ancré dans la grâce française des silences partagés. Et quand Théo, courant dans les allées du jardin des Tuileries, tendait ses mains vers les deux hommes qu'il aimait, Léopold savait, la trahison n'avait pas gagné. L'humanité, oui, cette force douce qui répare, qui unit, qui transforme le temporaire en legs. Le cri du nouveau-né, 7 ans plus tôt, avait été le premier chapitre, ce jour de novembre 2025, alors que Léopold, 40 ans passés, berçait Théo, désormais un garçonnet de 3 ans et demi dans les bras de Victor lors d'une promenade sous la pluie fine de Montmartre, marquait la fin d'un cycle. Ou plutôt, le début d'un autre. Car l'amour, vrai, n'est jamais linéaire, il serpente, il trébuche, il triomphe. Et dans cette ville d'amours éternels, ils avaient appris à danser avec ses caprices.